Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Alors on se retrouve ce soir, un soir de semaine, on n'a pas vraiment l'habitude, d'habitude on se retrouve le lundi soir, là on est mercredi soir. Et oui, donc on fait un débrief en semaine et non, malheureusement ce n'est pas pour un match de Coupe d'Europe, on en est loin, mais c'est pour débriefer une victoire et ça fait sacrément du bien. Bon, et comme ça a été dit sur Twitter, 4e victoire de la saison et 4e fois que c'est moi à la présentation. Sans rancune, hein, Kevin, mais on va commencer à penser que tout est de ta faute. Pour parler du match ce soir, je suis accompagné par Antoine Chira, journaliste à 11 mondial. Pas besoin de le présenter. Ah, attendez, est-ce que j'ai un bug de son ? Non, c'est bon. Bonsoir Antoine. Salut, comment ça va ? Eh ben écoute, moi ça va et toi ? Eh ben ça va, hein, deuxième débrief victorieux de la saison pour moi. J'avais été présent à tes côtés pour la Manita face à Bastia. On est de retour aujourd'hui pour la courte mais précieuse victoire face à Laval. On va pas s'en plaindre. Exactement, cette victoire elle est pas énorme, il n'y a pas forcément eu la manière, mais elle est plus qu'importante. Je suis également accompagné par Eric, l'œil du centre de formation. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir faire une émission avec le sourire. Courte victoire, mais victoire quand même, donc ça fait un bien fou. Bon, d'habitude aussi, même s'il y a des défaites, on fait les émissions avec le sourire malgré tout. Ouais, on essaye. On essaye en tout cas. Et puis vous nous accompagnez également pour parler de ce match. Donnez-nous vos impressions dans le chat et j'essaierai de remonter les remarques pertinentes. On va pas se mentir, ce soir on va principalement parler du match d'hier. On va parler de la situation du club aussi qui reste compliquée malgré tout. Et puis on fera bien sûr un point mercato avec Clément qui nous rejoindra à partir de 21h45 pour parler un petit peu des dernières actualités du mercato puisque vous le savez, il reste encore un petit peu de temps et on a encore besoin de recrues. Alors, on avait une annonce aussi potentiellement à faire pour le Synthé Night Club, mais apparemment ce sera pas ce soir, donc je vous tease un petit peu, mais je vous dirai rien du tout. Et c'est parti, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, on va commencer donc en parlant de cette victoire contre Laval et on va commencer simplement avec le 11 titulaire que je vais vous afficher ici directement avec les notes de l'équipe du Synthé Night Club. Alors ne vous emballez pas sur les notes, si jamais il y a des notes qui vous semblent un peu trop élevées, il est possible que l'euphorie de la victoire hier soir quand on a fait les notes nous ait un petit peu influencé et donc si vous voyez du Cafaro 6 par exemple, bon on est un peu matrixé par son but peut-être, mais nous en voulez pas, on avait envie de mettre des bonnes notes. Alors messieurs, je vais commencer, première question, est-ce que vous validez le 11 qui a commencé le match ? Je le rappelle pour les gens qui nous écoutent en podcast sans l'image, donc Gauthier Larsonneur, la nouvelle recrue dans les cages, une charnière centrale Briançon, Saïdousso, à droite Denis Sapia qui nous a rejoint très récemment, Léo Petro à gauche, Mouefek en sentinelle plus ou moins, Lobry et Bouchouari devant lui, Cafaro à droite, Charbonnier devant et Ouadji à gauche, avec un système en 4-3-3 sur le papier. Allez, qui veut commencer ? Je prends la main si vous voulez. Moi j'étais un petit peu déçu de pas voir Crasso dans le 11 de départ. Ce qui s'est passé en deuxième période, ça a confirmé ma petite déception, mais bon, il est rentré, il a fait la différence, ça allait. Pour le reste, j'étais content de voir Apia, j'étais vraiment dans l'inconnu par rapport à un joueur qui avait beaucoup joué en Ligue 1. Pas forcément très performant avec Nantes, mais bon, qui m'a vraiment séduit. 7, c'est vraiment une belle note pour son premier match. Larsonneur, on le savait qu'il allait apporter de la sérénité derrière, ça s'est prouvé. Et puis, mine de rien, à part Ouadji qui est vraiment passé à côté de sa partie, on a eu quand même un match assez solide dans l'ensemble. On n'a pas forcément des prestations exceptionnelles, mais on a eu des joueurs qui ont affiché un joli visage, un visage conquérant. Et ce 11 de départ, à part juste Ouadji, j'aurais bien aimé voir Crasso dans un système différent. Il m'a plutôt convaincu avant la rencontre. Alors, je salue évidemment tous les gens qui sont là dans le chat. Et il y a Tiglesis qui nous a rejoint, qui nous dit « Bonsoir, Cafaro, sauvé par son but. Le plus mauvais hier soir, pire que Ouadji. » T'es d'accord avec ça, Eric ? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que déjà Ouadji c'est incomparable. Hein. Il a un niveau que je pense qui était quand même assez ridicule hier soir. Depuis le début de saison, globalement, Ouadji quand même c'est très décevant.
Oui, c'est ça. Il y a quelques matchs où il a été très correct, mais en dehors de ça, non, je suis pas d'accord. Moi, le 11 de départ me paraissait cohérent, d'autant plus que, bon, bah, Pintor, on sait que ça aurait pas été forcément plus glorieux, Chambaud non plus. Après, voilà, Cafaro, c'est quelqu'un qui fonctionne dans une équipe où il y a du mouvement, c'est quelqu'un qui a. En l'occurrence, c'est pas trop le cas en ce moment. Euh, et, et, euh, et enfin, il a besoin d'être en confiance aussi, il a besoin d'enchaîner les minutes. Moi, je l'ai pas trouvé ridicule, je l'ai pas trouvé très bon non plus. Ouais. Mais il a été correct dans l'ensemble. Après, pour la composition entière, moi, j'ai pas trop été déçu. Parce que, enfin, que Crasso soit sur le banc, ça m'étonnait pas trop, parce que c'est le genre de joueur qu'il faut remettre en question, enfin, qui doit être remis en question par son coach, sinon il s'installe dans un fauteuil. Et on a pu le voir avant la Coupe du Monde, les quelques semaines avant, enfin les quelques matchs avant la Coupe du Monde, il était quand même vachement en dedans. Et le coaching de Batles a eu raison, parce que quand il l'a fait entrer, il a été décisif. Donc mine de rien, tout est bien qui finit bien. Ok, oui, Après, et effectivement, c'est vrai que on pourrait se dire, et je t'avoue que moi c'est ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai vu l'entrée de Crasso, je me suis dit pourquoi il a pas débuté. Pour moi, c'était une erreur de Batless. Mais oui, effectivement, il y a aussi peut-être le fait de le remettre un petit peu en question. On en parlait hein, juste avant de prendre l'antenne, on va rien vous cacher, du fait que Crasso apparemment à l'entraînement était pas forcément le plus investi et que c'est aussi un peu pour ça qu'il se retrouve sur le banc hier soir. Et mm, juste mm. pour revenir sur le cas de Cafaro, contre Caen, je l'avais trouvé très, très volontaire sur un côté gauche où il avait eu beaucoup de mal par contre sur ses centres avec son mauvais pied. Et hier, j'étais content de le voir du coup dans le côté droit. Je me dis, il va beaucoup déborder, il va beaucoup provoquer. Et finalement, il est apparu vachement plus emprunté sur le côté droit. C'était un peu bizarre, sa performance, elle est un peu bizarre hier parce il a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter sur ce côté. Lui qui fait beaucoup de différence normalement, il doit plus travailler sur ce côté pour se montrer plus décisif parce que. Il a des qualités de débordement, on le sait. Il a une vraie qualité de pied sur son bon pied, on le sait aussi. Et ça n'a pas forcément été le cas hier. Donc oui, le but, il embellit sa performance. Mais voilà, je l'ai préféré contre Caen, limite dans l'investissement, que hier face à Laval. Ok. Après, à sa décharge, je l'ai trouvé quand même vachement esselé parce que mine de rien, Apia est pas trop monté non plus. Ouais. Et en termes de soutien des milieux de terrain, c'était pareil. Bouchoirie était vachement plus côté gauche. L'Aubry était assez peu visible. Moi, fait que je jouais un peu plus bas au début, donc je suis assez d'accord avec toi. Mais pour autant, enfin, moi, je l'ai trouvé sa prestation correcte. Mais justement, tu parles du fait que Denis Sapia est pas forcément beaucoup monté. On va parler un petit peu du système de départ aussi. On sait que Batles est plutôt favorable à jouer en 3-5-2, en 5-3-2. Mm, mm. Denis Sapia, si il a ce profil un petit peu de latéral de défense à 4, c'est-à-dire sans forcément beaucoup d'apport offensif, est-ce que ça risque pas de poser problème si on retourne sur une défense à 5? Il pourrait se muer dans un rôle un peu à la Falaï Sako en axe droit dans une défense à 5. Je me dis, Denis Sapia, Ouais. c'est quelqu'un qui est assez solide, qui est assez grand, qui est costaud, qui va plutôt vite. On l'a vu hier sur des retours, il va quand même assez vite. Et c'est vrai que ouais, moi, il m'a fait penser un petit peu à ça par moment. Je me dis, il est un petit peu. J'ai préféré quand même les prestations de Falaï Sako l'année dernière qui a été très important, mine de rien. Mais voilà, il a ce côté grand défenseur costaud, solide, plutôt serein balle au pied. Je pense que si jamais Laurent Batles tenait à revenir à cette défense à trois axiaux, il pourrait cocher son nom pour garder l'axe droit, parce qu'il n'a pas du tout le profil par contre d'un piston. Ouais, après, moi, ça me choquerait pas trop parce que, bah, on le sait qu'il est quand même vachement plus défensif, mais il a quand même certaines qualités offensives et on a pu le voir, ne serait-ce que sur ses centres ou sur ses débordements, les peu qu'il a fait hier. Et je pense qu'hier, c'était vraiment une consigne de Batles, à voir aussi la forme physique qu'il avait à Pia. Mais je pense que c'était une consigne de Batles de lui dire de pas trop monter. Ouais, de se rassurer un petit peu. Et Un, justement, un. tant qu'on parle du système, donc la défense à 4 qui enchaîne, vous êtes un peu plus satisfait par ce format à 4 derrière? Est-ce que si vous étiez coach de l'AS Saint-Etienne, vous continueriez sur cette défense à 4? Bah, en sachant que nos défenseurs centraux sont capables de faire une boulette à tout moment, ouais. Après, si les gars deviennent plus sérieux, plus motivés, plus attentifs, plus concentrés, moi, le schéma de base à trois défenseurs derrière me choque pas, hein. C'est ce qui nous a vraiment plombé depuis le début de saison, c'est les errances des défenseurs centraux Hmm. et les boulettes des gardiens.
Ouais, moi je suis pas fan de cette défense à 3. Vraiment, on n'est pas assez serein pour employer ce dispositif-là. On l'a vu à chaque fois qu'on a tenté de mettre en place ça. Il y avait des errements, il y avait trop de largesse sur les côtés. On n'avait pas, et là, on n'a toujours pas forcément de joueurs qui savent jouer dans ce rôle-là. On l'a dit, répété, re-répété, que ce soit quand Claude Puel utilisait système, quand Pascal Duprat a utilisé système, maintenant quand Laurent Batles a utilisé système en début de saison. Pour jouer avec trois défenseurs axiaux et deux pistons, il faut des joueurs qui sont spécialistes du poste. C'est pas du bricolage. Et quand c'est du bricolage, ça se passe souvent mal. Et ça s'est souvent mal passé avec la SS ces dernières années. Moi, je préfère qu'on reste une défense à 4 avec un Apia qui est bien dans son rôle de latéral droit, avec un Petro qui est plutôt solide dans ce rôle de latéral gauche, avec quelques réserves au début. Et finalement, cette paire brillant son saut qui fait son retour, qui nous avait déjà bien fait du bien face à Caen. Il a été plutôt solide hier. Et bah finalement, cette paire, elle se dessine tout doucement, à voir si le dossier menant au joueur d'Auxerre se conclut. Mais voilà, il y a une sérénité, il y a une plus grande sérénité qui se dégage avec cette défense à 4 indéniablement, pour moi, qu'avec ce qu'on a pu voir avec trois actions. Alors je sais pas si on pratique un football de transition, mais en tout cas on pratique les chroniqueurs de transition, puisque tu viens de parler de Saïdousso. Pas un but encaissé depuis son entrée contre Caen, ça fait 163 minutes qu'on n'a pas encaissé de but. Ça peut paraître pas grand chose, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, depuis mars 2022 je crois avoir vu passer la stat. So, pour vous, il a gagné sa place de titulaire, ou il est toujours en concurrence avec les 272 autres défenseurs centraux de l'effectif? Ah, gagner sa place de titulaire, c'est rapidement dit, là, on s'enflamme un petit peu, mais bon, on est là pour s'enflammer Ouais. quand même. Après tant de déceptions, il faut bien un petit peu s'enflammer. Franchement, on s'autorise ça, allez. Ça- On en attendait beaucoup. Moi, je me rappelle de la dernière, quand il va marquer ce but contre Clermont de la tête à domicile. On se dit, putain, ça y est, on a trouvé notre nouveau jeune qui va nous aider. Après, il y a eu toutes ces périodes avec Pascal Duprat où je veux même pas. Il était même pas dans le groupe. Début de saison, on le voit pas. Et finalement, il revient un peu de nulle part. Je m'attendais pas du tout à le voir relancer. Il revient surtout quand il revient en entrant après la blessure de Briançon la semaine dernière contre Caen. Donc vraiment, c'est encore une fois comment dire, c'est des événements qui ont fait qu'il s'est retrouvé là à nouveau titulaire. Il a fait un bon match contre Caen. Batles le remet contre Laval. Ça se passe bien. Il est en train de saisir sa chance en tout cas. C'est vraiment une chance qu'il a de pouvoir revenir dans ce 11 de départ. C'était pas forcément le cas en début de saison. Il va avoir de la concurrence qui arrive logiquement avec Adrien Monfray, mais il a marqué beaucoup de points. Il a marqué beaucoup de points, que ce soit dans l'esprit du coach et même dans l'esprit des supporters. On a vu beaucoup de commentaires sur Twitter très positifs à son égard. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie parce que on repense encore à Saliba, on repense encore à Ouais. Fofana. C'est pas le même niveau, hein. Il faut s'en rendre compte. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un jeune du centre de formation qui arrive à performer. Ouais, sur Saïdousso, Eric. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Antoine. Faut pas s'enflammer. Là, c'est un joueur qui est en train de se remettre la tête à l'endroit parce que en début de saison, et on l'a vu sur ses quelques entrées en jeu, c'était compliqué. Je pense que mentalement, il était pas prêt à jouer. Là, il a l'air de se remettre la tête à l'endroit. Batles lui fait confiance, donc c'est aussi dans le comportement. Il a un comportement adéquat à jouer à l'entraînement et en dehors du terrain et sur le terrain. Donc oui, à voir aussi avec la concurrence, le retour d'Abdoulaye Bakayoko et peut-être de Giraudon, si aussi il se remet la tête à l'endroit. Mais non, sans s'enflammer, il a été très correct, très satisfaisant. Pas de boulettes, pas d'errance. Donc c'est à revoir, à revoir. Il y a Maître Loutre dans le chat qui dit il a la chance d'être en concurrence avec des peintres. Oui, effectivement, effectivement. Mais Non, mais sinon, c'est pas ouais, faux. on voit surtout, au-delà du fait de la satisfaction de Saïdousso, je vois quand même pas mal de messages passer sur le fait que les gens n'ont pas envie de revoir Giraudon, et je les rejoins un Ouais, petit peu. So, il fait ouais. plaisir, pas envie de revoir Giraudon. Non, pas Giraudon, dans une défense à deux. So, meilleur que les autres zigotos. Quand on va voir Giraudon titu lundi soir à sa place, on va voir flou. Ouais, je crois qu'il y a eu un peu un trauma début de saison Giraudon qui est en train de Ouais. s'exprimer. Et Mais Giraudon, juste vas-y, je t'en prie, Eric. Merci, c'est gentil. J'allais dire justement, moi, c'est ce que j'avais marqué dans les notes, c'est qu'au début de saison, Batles, il avait ses têtes en fait. Il avait un 11 défini et il ne le remettait pas en question, peu importe les performances. Et on l'a vu avec Nadé qui a disputé les 5 premiers matchs, je Ouais. crois, alors qu'il faisait des prestations catastrophiques. Euh, je pense que Batles a pris un peu de recul sur tout ça et qu'il est un peu plus du genre à titulariser les joueurs au mérite, et c'est tant mieux. Oui, dans le sens où il est un peu arrivé avec des idées un peu précises sur certains joueurs sans vouloir les remettre en question. Ouais. C'est ça. Antoine, tu voulais dire?
Ouais, sur Giraudon, bah, enfin, ça me fait un peu penser à ce que cet été, on a cherché à virer tous les fantômes de la descente en Ligue 1. Bah, Giraudon, c'est aussi un petit peu un fantôme de ce début de saison catastrophique, quoi. Il Mm. symbolise tellement cette ASS fébrile, la SS qui prend des buts, la SS qui a des trous d'air derrière. Nerveux. Même il a tout raté en début de saison, il a tout raté, et c'est compliqué de se remettre la tête à l'endroit. Et en plus, là, quand on voit qu'il y a des défenseurs qui performent à sa place, ça risque d'être très compliqué pour lui de maintenant de venir gratter du temps de jeu, je pense. Ouais. Je vois que dans le chat, ça parle de Chambaud. On va revenir un petit peu en détail sur chaque joueur. Juste pour terminer sur la compo de départ, on en a vite fait parler au tout début de l'émission. Donc toi, Antoine, tu disais que Crasso sur le banc au début, ça te paraissait finalement être une bonne idée parce que ça lui a permis de se remettre un peu les idées en place et de faire une belle entrée. Eric, t'en penses quoi, toi? Est-ce que j'ai vu passer aussi un message dans le chat qui disait on n'a pas le luxe de mettre Crasso sur le banc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'es plutôt côté pic émotionnel qui va le booster ou plutôt pas le luxe de le mettre sur le banc? Ah non, moi je suis un grand partisan de la concurrence et du fait de rappeler aux joueurs qu'une place de titulaire ça se mérite. C'est notre meilleur passeur, c'est notre meilleur buteur, c'est indéniable. On lui doit beaucoup. Attends, pardon, dans- excuse-moi, je te coupe, mais si une place de Ouais. titulaire ça se mérite, pourquoi Wadji est titulaire? Parce qu'on a personne d'autre et ça c'est triste. Mais peut-être aussi parce que Wadji se donne à l'entraînement et donc il est Mm. titulaire. Mais enfin, je pense que si recrue offensive il y a, Wadji disparaît. Mais, euh, mais pour Crasso, c'est le genre de joueur. Enfin, pour Wadji, on sait qu'il de toute façon il n'aurait pas la qualité de faire la différence. Ouais. Pour Crasso, c'est le genre de joueur où il faut l'avoir mentalement à 100%. Et, euh, et enfin, si en l'occurrence sur le terrain ou à l'entraînement, il se donne pas suffisamment pour mériter d'être titulaire, il aura, c'est le genre de joueur qui a quand même un sacré ego, et il aura à cœur quand il rentre en jeu d'être décisif comme il l'a fait hier, et ça s'est vu. Son entrée en jeu, elle était, enfin, Il y avait si on Agnac. devait ouais, voilà, si on devait la noter, moi je lui donne un 8 quoi, sur son entrée en jeu. Et enfin, c'est typiquement ce que Batles voulait déclencher. Et il a eu raison. Donc je pense que on pouvait douter de l'idée au départ, mais au final, enfin, il faut donner raison à Batles, quoi. Le pari a été gagnant. Ouais. Après, je trouve qu'on a tellement eu une prestation offensive limitée en première période qu'on ne peut pas se contenter de le faire rentrer en seconde en espérant qu'il fasse une différence. Il faut trouver un système où on peut le voir avec Charbonnier parce que c'est deux profils qui peuvent vraiment cohabiter, je pense, Crasso et Charbonnier. À voir comment ça s'organise avec un Cafaro qui apporte de la percussion, ça peut aussi marcher. Mais on ne peut pas se permettre de se passer pendant 60 minutes ou 50 minutes d'un joueur qui fait tant de différence que ça sur la demi-heure à laquelle il rentre à la fin parce que là, on est dans une recherche de résultats permanente, on n'a aucun point à laisser traîner. Et espérer qu'un joueur fasse une différence sur une demi-heure, c'est prendre trop de risques, selon moi. Il y Oui, a... alors Vas-y. je suis d'accord. Pardon, je suis d'accord avec toi, mais après, ça, c'est aussi dû à un fait, c'est que l'année dernière, en fin de saison, on a perdu 7 joueurs offensifs et on en a recruté que 3, à savoir Wadji, Pintor et Cafaro. Et on est d'une faiblesse abyssale en attaque, à la fois en qualité et en quantité. Et moi, je l'avais déjà dit à la fin du mercato d'été, hein, pour moi, il fallait au moins un buteur et un ailier en plus, et je continue de le croire, hein. Parce que là, du coup, on est dépendant de Crasso, déjà, par sa qualité, c'est normal. Mais à côté de ça, on n'a personne avec qui le mettre en concurrence. Ouais. Et on n'a pas d'autre solution offensive que lui. Et c'est très triste. C'est un peu ce que dit Nico Saint-Paul dans le chat. Le problème, c'est qu'on n'a pas le luxe d'avoir assez de bons joueurs devant. Problématique, Charbot et Crasso ne tiendront jamais 90 minutes sur tous les matchs. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il va falloir faire tourner malgré l'absence de profondeur devant. Et juste, il y a un message qui m'a fait rire. Bouchoirie pas mal hier, c'est un peu Aouchi Chambon. Si Hervé, t'es là dans le chat, salut à toi, ne t'énerve pas. Bon, maintenant qu'on a débriefé un petit peu dans les grandes lignes, je vais vous demander, messieurs, vos tops et vos flops en me donnant 3 tops et 3 flops. Et je vous le demande aussi à vous dans le chat si vous deviez définir 3 tops, 3 flops de la rencontre d'hier. Lesquels ce seraient? Je commence avec toi, Eric. Moi, mes tops, ce serait Mouefek. Ok. Parce que, enfin, en première mi-temps, il était en sentinelle et c'est un rôle auquel il peut dépanner, mais où il n'est pas forcément très très à l'aise. En deuxième mi-temps, il était un peu plus haut, plus dans la percussion, et je l'ai vraiment trouvé très 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 intéressant. Enfin, il va prendre confiance, il va se remplir physiquement au fur et à mesure des matchs, et je pense que sur la deuxième partie de saison, il va faire très très mal.
Euh, En deuxième, je Enfin, mettrais on l'attend le- depuis longtemps, Mouefek, ce serait bien. ouais. Mais enfin, si jamais il arrive à vraiment être solide physiquement et à plus se blesser, c'est un titulaire indiscutable pour moi. Et on s'en rend pas encore compte parce qu'il n'a pas encore démontré tout son talent. Mais en termes de potentiel, au milieu de terrain, je crois que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de ce profil-là qui pourrait autant nous apporter à la fois défensivement et à la fois offensivement. Ouais. Euh, En deuxième, je mettrais l'entrée de Crasso, c'est pas très original, mais dans l'envie, dans la façon de faire et pour sa passe décisive, il a été le joueur clé de ce match. Parce que sinon, sans lui, je pense qu'on aurait pu jouer 30 heures sans qu'il y ait le moindre but. Euh, et en troisième top, je mettrais quand même l'Arseneur. J'hésitais entre l'Arseneur et Apia. Mais je mettrais quand même l'Arseneur parce que il y a eu deux situations un peu chaudes où ça cafouillait un peu dans la surface Mathieu et où il Cafouillet. a su. Et oui, bravo, elle est pas mal celle-là, je la note. Mais il a réussi à s'imposer et à dégager le ballon et à calmer un peu les choses. Là où je pense, après c'est de la spéculation, hein, mais avec Dreyer ou Green, on en prend au moins un sur les deux, quoi. Et ça fait du bien d'avoir un gardien comme ça qui Ouais. s'impose, qui parle, qui a confiance en lui et qui sait faire son métier, quoi, tout simplement. Et puis un clean sheet, quoi, nom de Gus, ça fait du bien de pas prendre de but sur un match. Ok, je vais passer à toi, Antoine, pour tes tops. Eh ben, je vais commencer par Apia. Tiens, Apia, vraiment un latéral droit un peu à l'ancienne, on va dire, un solide sur l'homme, costaud derrière. Il a apporté offensivement sur les rares montées qu'il a eues. On a senti qu'il avait quand même une belle qualité de pied sur les centres. Je pense il va pouvoir nous faire du bien si l'équipe prend un petit peu plus en confiance, s'installe plus durablement dans le camp adverse avec une plus grande maîtrise. Il pourrait lui aussi être amené à plus se développer offensivement. Crasso, évidemment, parce que il fait une entrée d'un joueur, il fait l'entrée qu'on attend, c'est-à-dire il apporte beaucoup de percussions, il casse des lignes balle au pied, il casse des lignes par ses passes. Il est capable de gagner des 1 contre 1 dans des tout petits périmètres. C'était le cas sur le but de Cafaro. Il prend un joueur de vitesse sur 3-4 mètres. C'est quand même la preuve d'une vraie belle qualité. Et après, j'aurais bien aimé mettre Mouefek, mais bon, Eric l'a déjà dit. Je vais mettre un petit peu en avant quand même la performance de Petro dans un rôle de Ah ouais. latéral gauche qui est pas facile, mine de rien. Surtout en première période où avec Wadji c'était très compliqué. Il avait une belle entente contre Caen avec Cafaro et Lobry qui venait beaucoup jouer à gauche. Et je trouve que tout doucement, il est en train de s'imposer comme peut-être la solution à gauche, à voir si le dossier Nkunku se termine. Et ça va amener de la concurrence, mais je l'ai trouvé plutôt serein, il est très présent dans l'engagement. Je revois encore un ou deux retours défensifs assez importants des phases où on avait besoin de vitesse pour venir couvrir. Donc voilà, je vois la note, elle est de 5 sur le Saturday Night Cup d'hier, mais je trouve qu'il fait un match solide, un match de latéral gauche d'une équipe qui est en difficulté, c'est-à-dire pas de fioriture, on lui demande de bien défendre, il défend correctement et il apporte beaucoup de grinta. Je trouve ça c'est Ouais. important dans une équipe qui va mal. C'est vrai que Ap- la définition pas trop de fioriture lui correspond bien. Après, faudrait lui demander aussi d'arrêter de centrer parce que c'est quand même assez impressionnant le fait qu'il ait pas réussi un seul centre hier. Mais je suis assez d'accord avec Antoine. Enfin, dans une équipe où on avait avant tout besoin de se rassurer en défense, d'avoir Petro d'un côté et Apia de l'autre en latéraux, Ouais. ça nous a donné une assise très défensive, mais très rassurante en même temps. C'est sûr. Alors, si je reprends un petit peu les tops dans le chat, je vois pas mal l'Arseneur qui revient, mine de rien, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. C'est vrai qu'il a dégagé de la sérénité et ça fait un moment qu'on n'avait pas trop de sérénité dans les cages. Et ça fait plaisir qu'une recrue se retrouve direct en top. Je vois aussi pas mal de Denis Sapia, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Bon, bien sûr, Jean-Philippe Crasso qui fait une très très belle entrée. Et j'ai vu pas mal revenir aussi Mouefek parmi les tops. Et après, ça se partage entre Bouchoirie et Lobry. Donc globalement, si on analyse un peu ça, on retient que le milieu de terrain, c'est vrai que c'est pas ce sur quoi on a le plus insisté, mais le milieu de terrain a été quand même à peu près correct hier, et ça c'est une bonne nouvelle. On va passer au flop, du coup, Eric, tes 3 flops. En premier, je mettrais Charbonnier. Je prends un risque, hein, mais il nous apporte quelque chose qui est ultra nécessaire et là-dessus, je peux que le remarquer. Il apporte une présence qui est très très importante.
Je Mais, peux pas m'empêcher de penser qu'il pourrait faire un peu plus. ok. Après, voilà, il y a l'âge aussi, il y a le fait qu'il revienne de blessure, C'est l'enchaînement des matchs. c'est vrai qu'en Mais deuxième mi-temps, il gâche un peu une balle de but qui était oui, quand même assez bonne. Je sais pas combien elle valait en expected goals, mais celle-là, surtout de sa part à lui, qui est un redoutable ouais, finisseur, c'est quand même assez étonnant. étonnant. Mais même dans le jeu, l'entrée de Crasso l'a bonifié. Mais avant ça, il avait un peu de mal à se placer. Il avait un peu de, on le sentait un petit peu. Après, il vient d'arriver, mais on le sentait un petit peu perdu, un petit peu. Pour autant, il s'est démené. Mais c'est un, comment dire, je le mettrais dans un flop, mais avec encouragement. Ok. C'est-à-dire que il m'a, il pourrait faire mieux. C'est dans ce sens-là. C'est pas vraiment, il m'a déçu, mais il pourrait faire mieux. En deuxième flop, moi j'aurais mis Bouchoirie. Ok. Euh, pour la même raison, parce qu'il peut faire mieux et parce qu'en première mi-temps, il y a eu beaucoup d'errances techniques, de passes très simples qu'il a ratées, de moments où il s'est un peu trop précipité. Il prend aussi de plus en plus cette habitude qu'avait Youssouf, qui m'agaçait énormément, de se projeter, d'oublier de faire la passe, de s'arrêter, de tourner sur lui-même pour faire une passe en retrait. C'est une habitude qui prend de plus en plus et qui gâche un petit peu Le rythme. le... Ouais, c'est ça. Il casse carrément le rythme, surtout sur les contre-attaques, et c'est un peu dommage. Après, pour autant, sur plusieurs actions, il a quand même eu des éclairs de génie, et c'est encourageant. Donc, enfin voilà, c'est un flop avec encouragement comme pour Charbonnier. Il y a Curo Et del en- Fuego dans le chat qui dit Bouchoirie, très bon dans les petits espaces. Mais oui, effectivement, ça c'est si on se concentre sur la deuxième mi-temps, la première mi-temps a été assez bof. ouais, c'est ça. Mais en fait, comme toute l'équipe, hein, en deuxième mi-temps, ça a été bien Mm. meilleur. Et en troisième flop, je mettrais Lobry. Aussi parce qu'il a fait, enfin pour moi, il a fait une première mi-temps qui était bien en dessous de son niveau. Et la deuxième mi-temps, il a eu quand même un peu de mal à se montrer, malgré comment dire, malgré le fait que l'équipe est sortie la tête de l'eau. Pendant beaucoup de matchs, ça a été la lumière au milieu de terrain. Là, c'est un peu moins le cas et c'est dommage parce qu'on aurait besoin de lui justement au moment où l'équipe sort la tête de l'eau. On aurait besoin d'un Lobry à fond. Donc, ouais, un peu décevant pour moi hier, Lobry. Ok. Je précise quand même que vous avez le droit de mettre les entrants dans les flops. Hein. Chambaud, Oui. ne l'épargnons pas. Hein. Voilà, bon bref, je dis ça, je dis rien. Ok, très bien. Donc Charbonnier, Bouchoirie et Lobry. Et pour toi, Antoine? Et ben moi je vais commencer par peut-être le plus évident selon moi, c'est Wadji. Encore une fois, match très décevant, franchement Wadji. Les matchs se suivent et se ressemblent un petit peu. On a l'impression qu'il n'a pas de poste en fait en attaque. On ne sait pas s'il serait meilleur sur un côté, on ne sait pas s'il pourrait être meilleur dans l'axe. Il a vraiment beaucoup de mal, on sent qu'il est pas en confiance. Dès que la SS a le ballon, c'est un joueur qui pourrait être bon dans la transition sur une équipe qui joue les contre-attaques, ce qui n'est pas forcément le cas de la SS cette saison. Donc hier, il a tout raté. Hein. La note de 3, elle est complètement justifiée. Et l'écart, il est tellement abyssal par rapport à l'entrée de Crasso à sa place que ça ne fait qu'accentuer sa contre-performance. Euh, pour les flops, je vais mettre Chambaud. Hein. Tu en as parlé juste avant. Ah. Ouais, non, Désolé en plus, Dylan, hein, j'ai rien contre toi. Je lui avais envoyé un message quand il s'était blessé. J'aime bien ce joueur, mais c'est vrai qu'il commence à me saouler là un peu. bah, surtout qu'en début de saison, je me rappelle de débriefs qu'on faisait, on se dit, ah, il y a peut-être un Ouais. petit truc avec Bouchoirie, Lobry, Chambaud, ça joue bien au ballon, il y a une vraie entente qui est en train de se créer. Et finalement, il a vraiment, vraiment du mal. Il avait récupéré le brassard contre Caen, je me suis dit, ah, ça va peut-être lui faire du bien d'avoir le brassard, ça va peut-être le rebooster, lui qui était passé par le centre de formation, mais ça a été très difficile contre Caen. Son entrée hier, elle a été encore une fois très difficile. Et ouais, là, il est vraiment, vraiment dans une période dure de sa saison. Donc peut-être que passer 2-3 matchs sur le banc, ça peut peut-être lui faire du bien pour le redynamiser sur la seconde partie de saison. On sait que Batles, il tient vraiment à lui. C'était vraiment un des joueurs clés de Batles à l'époque de 3. Et il veut le faire jouer. C'est un joueur dans lequel il a confiance. Mais il va devoir prouver autre chose.
pour continuer à gratter du temps de jeu parce que on a un Monconduit qui va revenir et qui lui va sûrement être performant parce que à part juste avant la Coupe du Monde, il a été assez performant dans la globalité Monconduit. Donc là, Dylan Chambaud, il est vraiment à tournant de sa saison. Peut-être que 2-3 matchs au frais, comme on dit, ça peut lui faire du bien. Et enfin, pour conclure sur les flops, j'aurais tendance à mettre l'Aubry aussi, Ok. comme Eric. L'Aubry, c'est un des joueurs qui court le plus, hein, on le sait, il est capable d'enchaîner 11-12 km par match. Une grosse VMA, mais des fois bien courir. Enfin, c'est bien de courir, mais c'est mieux de bien courir. Et hier, lundi, il a un peu couru de partout sans vraiment savoir quoi faire. Avec le ballon, il n'a pas été très bon. Il est lui aussi dans une période un petit peu plus compliquée. Donc, il y a des dynamiques assez différentes dans l'équipe. C'est intéressant à voir. Le mercato risque de venir bouger un petit peu Oui. tout ça. Des joueurs qui ont l'habitude de beaucoup jouer depuis le début de la saison. Si on leur apporte de la concurrence de qualité, ils risquent d'être secoués et touchés dans leur orgueil. Voilà, j'espère en tout cas que ce mercato va pouvoir venir nous piquer des Lobry, venir nous piquer des Chambaud qui sont capables de faire plus, on le sait, pour réaliser une belle seconde partie de saison. Bon, mine de rien, on est très heureux de la victoire, mais quand je regarde vos flops, on a quand même 6 joueurs différents, ce qui n'est quand même pas rassurant de manière générale, parce que là on est content, hein, mais on va parler de est-ce qu'on est toujours inquiet, est-ce qu'on est un peu rassuré. Je vais pas vous cacher que pour ma part, en tout cas, il y a encore pas mal d'inquiétudes. Si je regarde un petit peu dans le chat au niveau des flops, bah, il y a Wadji qui revient principalement. Il y a Cafaro qui revient pas mal. Ah, vous avez pas été très loquace sur les flops. Ah si, c'est plus haut, pardon. Il y a des gens qui ont mis Pintor quand même. C'est vrai il est pas rentré longtemps, mais il a fait ce qu'il fallait pour se faire remarquer. Je m'attends plus à grand chose de Pintor Ouais. sur ces entrées. Donc, à la limite, je l'oublie, je préfère ne pas y penser et pas le mettre dans les flops. Il vient faire Ouais, le nombre. Quoi. c'est la même raison pour laquelle j'ai pas mis Wadji, c'est que, bah, comme tu le disais, les matchs se suivent et se ressemblent, donc ça sert plus à rien, quoi. Et il y a pas mal Charbonnier aussi qui revient dans les flops, même si bon, c'est un joueur dont on aura besoin, quoi qu'il arrive. Un petit dernier mot tant qu'on est dans les individualités sur Mouefek. Est-ce que pour vous, il doit être titulaire à nouveau dès le prochain match ? Sur ses performances, oui, indéniablement. Et ce qui nous fait peur avec Mouefek, c'est son état physique. On le sait, c'est un joueur qui est très fragile, c'est un joueur qui a tendance à beaucoup se blesser, à mettre du temps à revenir. On n'a jamais douté de ses capacités, même quand on était en Ligue 1, il nous faisait du bien sur ses entrées, il casse des lignes, il joue, il est énorme, il dégage une grosse force physique, il est assez impressionnant. Par contre, voilà, est-ce qu'on prend le risque de le refaire jouer, sachant qu'il est important, sachant qu'il est bon, avec cette crainte de la blessure, ou est-ce qu'on en profite le maximum en espérant qu'il n'y ait plus de soucis physiques? Ça, normalement, c'est au staff médical de répondre à ces questions, mais malheureusement, le staff médical à Saint-Etienne depuis une dizaine d'années, c'est pas forcément un staff médical. Donc bon, sur le papier, j'adorerais le voir jouer, mais je serais presque prudent en le laissant un petit peu se reposer, en le laissant un petit peu continuer de monter en puissance, mais sans être titulaire d'entrée face à Niort. Eric, t'es d'accord avec ça ? Euh, oui, oui, en même temps, je me dis que pour se remplir physiquement, il faut qu'il enchaîne les matchs aussi. Euh, je me dis que c'est pas une mauvaise idée de le faire jouer, de le faire sortir au bout de la 60e ou 65e, en fonction de son état physique, mais le fait est que il le mérite, il a l'air d'être investi, il a enchaîné trois titularisations du coup. C'est quelque chose qui est rarissime, donc je me dis, bon bah c'est peut-être enfin parti quoi. Faut peut-être Ouais. en profiter que la spirale soit positive pour le laisser sur le terrain, d'autant plus qu'il apporte vraiment une plus-value non négligeable. C'est ce qui ressort un petit peu dans le chat, c'est qu'il a besoin de rythme et qu'il faut le faire jouer pour qu'il prenne du volume. Messieurs, donc on a gagné hier soir, on a gagné mine de rien, on va pas se mentir, contre une équipe de Laval qui était assez faible et qui est pas venue pour gagner le match, qui est venue pour pas le perdre. Est-ce que vous êtes rassurés par cette performance? Est-ce que vous sentez le début d'une spirale positive qui s'amorce pour la S Saint-Etienne, ou est-ce que vous êtes toujours inquiet et vous êtes parmi les gens qui voient quand même assez peu de motifs de satisfaction? Moi, Vas-y, Eric, je t'en prie. merci. Moi, j'aurais tendance à dire que la victoire d'hier, elle est pas du tout rassurante. Alors, elle est rassurante numériquement parce qu'on prend 3 points,
Par contre, en face, on avait sans doute l'équipe la plus faible qu'on a rencontrée de la saison. Je pense qu'en fait, c'est encore plus faible que Bastia quand on leur a mis 5-0. Et pourtant, on a gagné que 1-0. La première mi-temps était catastrophique à la fois dans les comportements et dans la prestation technique et tactique. Ce qu'on a vu hier, c'est pas, mais alors pas du tout rassurant. Les seules choses qui sont rassurantes, à la limite, c'est comme on l'a dit, quoi, Apia, Ouais, le niveau l'Arseneur, des recrues. ouais, et Crasso, quoi, et l'entrée de Crasso. Mais en dehors de ça, c'était très correct. C'était peut-être un peu bon pour certains joueurs, mais collectivement, la prestation qu'on a fournie, c'est sans doute une des pires qu'on ait pu faire depuis le début de saison, quoi. Et enfin, en fait, je m'interroge vraiment sur l'intensité que mettent les joueurs, parce que hier en face, on avait un bloc qui était très compact, et contre un bloc très compact, il faut soit les tirer avec les latéraux qui montent, ce qui n'était pas le cas hier, ce qui n'était pas possible, ou soit mettre énormément d'intensité, de mouvement et de vitesse à la fois dans les courses et dans les passes. Et ça, c'est un truc depuis le début de saison, on en est incapable. Et ça, je le dis et je le répète à chaque émission, hein, mais j'ai l'impression que les joueurs jouent en claquette. J'ai l'impression qu'ils sont à la plage et qu'ils jouent tranquillement. Et ils ne mettent aucune intensité à la fois dans les courses, dans les passes, dans les mouvements. Enfin, il y a rien, quoi. Ça ne provoque pas. Et ça m'interroge vraiment, en fait, le fait que ça n'évolue pas depuis le début de saison. On est parmi les plus faibles équipes sur la fameuse stat des courses à haute intensité en Ah Ligue oui. C'est ça, en fait. Typiquement, c'est ça. 2. Ouais. Antoine, tu es d'accord avec cette analyse? Parce que je vous avoue que moi, quand j'ai reçu et que j'ai adapté un peu le programme de l'émission, j'ai vu la question état d'esprit retrouvé, point d'interrogation. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, Eric. J'ai pas eu l'impression non plus qu'il y ait une hargne de victoire non plus extraordinaire. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas une équipe de guerriers, hein, c'est triste à dire, mais les joueurs sont là parce qu'ils sont là. Il y a pas on sent pas forcément une âme de et on va y aller tous ensemble, on va réussir cette mission. C'est pas des joueurs qui sont attachés au club, il faut se rendre à l'évidence. Malheureusement, il y a très peu de joueurs qui sont vraiment attachés à la SS. Il y en a beaucoup qui sont là pour relever un nouveau challenge, pour se dire que c'est quand même, c'est quand même sympa de venir jouer à Saint-Étienne. Certains ont pris des beaux chèques, je pense à Charbonnier qui aurait dû signer au Havre. C'était quasiment fait finalement. Alors qu'il prônait un petit peu en off le côté projet sportif, il a préféré venir à Saint-Étienne pour les sous, hein, il faut le dire, c'est comme ça, c'est la vérité. Donc voilà, venir pour les sous, c'est autre chose que venir pour mouiller, pour représenter un maillot. Mais en attendant, rassurant. On a gagné, il y a beaucoup de choses qui ont tourné en notre faveur hier. Le seul truc qui me rassure, c'est on aurait dû gagner plus largement hier. Laval est quasiment pas venu dans notre camp. On a quand même eu 3-4 grosses occasions durant le match. Rien que le duel perdu de Charbonnier, ça aurait dû nous permettre de pouvoir respirer sur cette fin de match. Donc voilà, avec un petit peu plus de précision devant, ça aurait pu être un score un peu plus fleuve. Mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui joue la peur au bide. C'est une équipe qui cherche une victoire depuis le match contre Amiens, c'était il y a 3 mois. On ne peut pas s'attendre à une prestation rassurante du jour au lendemain. On a enchaîné avec on a enchaîné des mauvais matchs. Contre Caen, on arrive à décrocher un résultat à la dernière minute. Alors oui, les discours, c'est sympa à la fin du match, hein. Quand l'Aubry nous dit oui, il y a eu un déclic, il y a eu un déclic. Mais un déclic, ça se fait pas ça se fait pas en une semaine, ça se fait sur plusieurs semaines. Peut-être que le match d'hier sera un déclic pour le futur. Peut-être que les joueurs vont se rendre compte qu'ils sont capables d'enchaîner les performances. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de peur dans les ventes de chacun pour le match face à Niort. Le seul truc qui me rassure un petit peu, c'est qu'hier, tout a tourné dans notre faveur, pas seulement sur le match de la SS, mais sur les résultats des concurrents, hein, parce que on a pu voir le match nul entre Rodez et Niort, qui sont directement des concurrents. Tout à fait. Nîmes qui s'incline face à Metz. Il y a qui d'autre qui a perdu? Il y a Dijon qui perd face au Paris FC. C'est que des résultats positifs pour nous. Laval, du coup, qui était aussi dans notre concurrent. Donc, c'est de la 19e à la 15e place, personne a creusé l'écart par rapport à nous. Ça, on peut se dire que voilà, on a eu cette réussite-là, cette chance-là. Il faut s'appuyer là-dessus. On va avoir beaucoup de confrontations face à des concurrents directs au maintien. C'était le moment de gagner, c'est le moment de se relancer. En étant brillant ou sans être brillant, il fallait le faire. On regardera peut-être un petit peu plus la performance globale face à Niort, mais en attendant, il fallait relancer la machine, il fallait prendre des points, et ça a été chose faite. Ouais, comme tu dis, c'est une relance. Le truc, c'est que une relance, c'est bien, mais c'est bien si tu arrives en haut du col à la fin. Si c'est pour se casser la gueule au virage d'après.
On s'est dit le match à Amiens, ça y est, on a regagné chez un gros Ligue 2, on va dire. Ça va repartir dans le bon sens et finalement il s'est rien du tout passé après. Donc voilà, là il faut se dire, il y a eu ce match nul arraché face à Caen avec Charbonnier, la recrue, ça symbolisait quelque chose mine de rien. Là il y a cette victoire avec le retour de Crasso qui nous fait du bien. Là aussi ça symbolise quelque chose. On a ce match sans prendre de but avec le retour de Sceaux en défense qui nous fait du bien aussi. Larsonneur pour son premier match, il prend pas de but. Donc voilà, il y a quand même des points assez positifs dans l'état d'esprit collectif, dans les têtes de chacun. Il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées, il faut que ça continue maintenant. Ouais, après c'est toujours pareil, une défaite à Niort la semaine prochaine et on retourne dans le marasme terrible, quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai ça. Et enfin, en plus, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Antoine. Comment dire, hier c'était pas un match déclic et je pense pas que Caen c'était un match déclic aussi. Enfin, la confiance, ça se récupère sur le long terme, elle se récupère pas par juste une victoire. C'est-à-dire que si on arrive à en enchaîner deux, voire trois, ou au moins ne pas perdre sur les prochains matchs et faire des prestations intéressantes, là il y a une confiance qui peut se retrouver. Mais encore une fois, ça c'est une de nos grosses faiblesses depuis le début de saison, c'est l'irrégularité d'un match à l'autre, et même entre les mi-temps, parce qu'on l'a vu hier, hein, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. Et c'est une équipe qui a aucune régularité depuis le début de saison. Et on peut absolument pas parier que contre Niort, on va faire un bon match, quoi. Tout est possible et c'est quand même assez inquiétant et ça doit l'être aussi pour le staff, quoi. Ouais. Ok, très bien. Si je regarde un petit peu dans le chat ce qui se dit par rapport à cette question-là, je vois Hervé quand même, l'éternel optimiste de l'émission, qui nous dit « Mais si les gars, le déclic a commencé, 4 points en 2 matchs, ça tourne pour nous. » Bah écoute, on l'espère, hein, comme le dit Zak Adjaï, faut pas s'enflammer, mais en tout cas, on prend bien comme il faut ces 3 points, d'autant plus que les concurrents directs, comme le disait Antoine, ont pas forcément gagné. Alors, je me perds un petit peu dans ma phrase, mais parce que je me rends compte que j'ai pas affiché les bons prochains matchs. ASSE contre Niort. Ok, c'est bon. Il y a Clément qui nous a rejoint. Pour parler du mercato. Donc on a pas mal de dossiers en cours sur le mercato de la SSE. Bonsoir Clément. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bah ça va. On s'est eu un petit peu avant l'émission. On commence par quel dossier, mon cher Clément, pour le mercato? Eh bah écoutez, on va commencer avec Monfray de Grenoble. Donc le mercato est ouvert depuis une dizaine de jours. La SSE a déjà fait 3 recrues. Charbonnier avant l'ouverture en joker, Apia début janvier et Larsonneur un peu de temps avant le match contre Laval. Donc on ne devrait pas en rester là. Plusieurs dossiers sont encore en cours et du coup entre autres celui du défenseur central de Grenoble. Donc Adrien Monfray, on a eu l'info aujourd'hui de Foot Mercato comme quoi il aurait signé son contrat avec la SSE, mais ça a vite été démenti un peu de partout et c'est une information qui est fausse. L'intérêt est bien réel. C'est une piste qui plaît beaucoup à Laurent Batles notamment, mais il n'a pas encore signé du tout. Il était d'ailleurs à l'entraînement avec son club aujourd'hui, de ce qu'on peut vous dire. Et on a une déclaration un peu énigmatique du directeur général de Grenoble, qui a été faite dans l'après-midi au Dauphiné Libéré. Je cite: on n'a eu aucun contact avec la SSE, Adrien est sous contrat encore 1 an et demi et on n'est pas dans l'obligation de vendre. Donc on se rappelle évidemment de la déclaration du président de Valenciennes il y a quelques jours pour qu'au final Gauthier Larsonneur signe peu de temps après. Donc il y a peut-être un peu de bluff dans cette déclaration-là. Cependant, Monfray n'a pas encore signé et le dossier reste ouvert. Donc voilà pour ce qui concerne le défenseur central de Grenoble. Alors oui, donc contrairement à ce qui a été annoncé par Foot Mercato, effectivement, c'est loin d'être fait pour l'instant, mais dans l'idée, est-ce que le profil vous semble intéressant? Donc on rappelle, Monfray, 32 ans, défenseur central, que moi je connais assez peu, je vais pas vous mentir, donc je sais pas si vous avez un avis, Eric et Antoine. Sur le plan statistique, c'est quand même assez Eric- intéressant. Eric C'est et un mec Antoine, qui a- ça fait Eric Antoine, comme le... Bon bref, vas-y, je suis de bonne On humeur. on la relèvera pas, celle-là. Non, pas celle-là, non.
Non, mais sur le plan des stats, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il a joué quasiment tous les matchs avec Grenoble. Il a joué 15 matchs sur 18 en tant que titulaire avec Grenoble. Grenoble, c'est la meilleure défense de Ligue 2. On ne peut que se satisfaire de voir un joueur d'expérience, 32 ans, qui a pas mal, qui a quand même, qui a plus de 100 matchs avec Grenoble. Franchement, c'est une vraie belle piste, je pense. Quelqu'un qui peut nous apporter de la sérénité en défense, de l'expérience, un peu de relais si jamais ça va un petit peu moins bien pour Briançon, pour Sceaux. Il va falloir quelqu'un d'autre. On peut pas tourner qu'avec deux défenseurs centraux. Ça a très bien marché ce dernier match, mais ça marchera pas toute la saison enfin toute la deuxième partie de saison comme ça. On le sait. Donc ça peut qu'être une bonne piste selon moi d'avoir un mec une trentaine d'années qui joue beaucoup, qui est performant dans la meilleure défense de Ligue 2 qui plus est. On va pas cracher dessus. Eric? Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Pour autant, je m'interroge sur le fait de me dire que, malgré tout, on a beaucoup de défenseurs centraux. La plupart qui peuvent être. Par exemple, Giraudon, il est très décevant depuis le début de saison, mais pour autant, quand il jouait avec Batles à 3, il était très bon. Je me dis, est-ce qu'il faut pas prioriser le recrutement peut-être à d'autres postes où on est plus dans la nécessité, où on est vraiment d'une faiblesse abyssale, je pense notamment au poste d'ailier, euh, plutôt que d'empiler les défenseurs centraux. Après, si demain on me dit que Giraudon n'a des parts, mon frère, je dis oui tous les jours, quoi. Ouais. Comme l'a dit Antoine, il y a que des bons côtés au recrutement de mon frère. Il va permettre en plus comme les autres défenseurs expérimentés, de faire travailler les jeunes, de leur apprendre. Bakayoko et So, malgré tout, restent très jeunes et ont encore besoin d'expérience et d'apprendre. Donc, non, c'est une très bonne idée, mais en même temps, on a déjà beaucoup de défenseurs centrales. Je sais pas si c'est une priorité absolue. Ouais, c'est ce que dit Skyalize aussi dans le chat. Il dit non merci, il nous faut des ailiers en priorité. Ou Golo Balo qui dit qu'on accumule un petit peu les défenseurs centraux. Bon, en tout cas, ça ne reste qu'une piste qui a été quand même démentie aujourd'hui. Donc pour l'instant, restons prudents avec ce dossier. Dossier suivant, mon cher Clément. On enchaîne avec Nkunku, latéral gauche qui appartient à Everton et qui est en prêt à Cardiff cette saison. On a appris l'info hier soir. Selon le Parisien, il est proche de rejoindre Saint-Étienne. On parle de discussions assez avancées. Le Progrès évoquait même la possibilité de le voir contre Niort. C'est pas encore fait, mais c'est le dossier qui semble le plus avancé de tous actuellement au niveau des arrivées. Alors pareil, moi c'est un joueur que je connais pas. J'ai juste vite fait passer un petit thread sur Twitter qui le présentait rapidement. C'est une recrue que vous espérez, Eric? Il nous faut un latéral gauche, ça, c'est certain, hein. De ce que j'ai vu rapidement sur lui, je me suis aussi un peu renseigné. C'est intéressant. Après, il est un peu en dedans à Cardiff apparemment, donc à voir comment Batles le relancera. Encore une fois, c'est un latéral, comme il y en a beaucoup depuis quelques années, qui est Assez très offensif. fort offensivement. Mm. Ouais, voilà. Très offensif et un peu moins solide défensivement. Donc, s'il le recrute dans une défense à 4, je serais pas très très serein. Après, pour autant, il apporterait offensivement et ce serait une solution de plus à la construction. Mais peut-être du coup, il repartirait sur son schéma à 3 défenseurs derrière avec 2 pistons. Mais là, encore une fois, c'est un pari qui est risqué. On voit que la défense à 4 fonctionne pas trop mal. Est-ce qu'il se permettra est-ce que Batles se permettra le risque de relancer la défense Ouais. à 3? Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir que le club cherche à ce poste parce que c'est une nécessité absolue pour moi. C'est ce que dit Céline dans le chat. De toute façon, on s'aperçoit bien que Petro en latéral, c'est pas ça. Bon, on a eu un débat en début d'émission, tout le monde n'est pas d'accord. Donc j'espère que ça va se faire pour un vrai latéral, car c'est notre point faible. C'est vrai que ce que tu dis par rapport à ses défauts, c'est ce que j'ai lu aussi un petit peu, c'est qu'il avait pas mal de soucis de concentration défensivement et on n'a pas forcément besoin de plus de boulettes. Antoine ?
Après, il faut se dire un truc, c'est que ils jouent en Championship. La Championship, c'est très très relevé comme championnat, hein. Tout à fait. C'est vrai. Largement au-dessus de C'est la vrai. Ligue 2. Enfin, quand on voit le niveau de certaines équipes qui montent en première ligue, les effectifs qu'il y a, c'est un autre délire. Donc, en fait, faut essayer peut-être mettre ça en parallèle. Il a pas mal joué depuis le début de la saison. Moi, je l'ai pas vu jouer, hein. Je regarde pas beaucoup de Championship malheureusement, mais quand on regarde ses stats, il y a quand même 15 titularisations en 25 matchs. Voilà, une passe décisive. Donc, à voir ce que ça peut donner. Est-ce que il pourrait se montrer un petit peu plus serein défensivement et moins se projeter? On sait que la Championship, c'est un championnat qui part un peu dans tous les sens aussi par moment. Là, en Ligue 2, c'est un championnat qui part un peu moins dans tous les sens. En étant plus cadré, il peut peut-être nous apporter. C'est un peu l'inconnu. C'est un peu l'inconnu. Un joueur qui a quasiment pas joué en France. Centre de formation de l'OM, après Everton, après à Liège, au Standard, après un autre prêt à Cardiff. Donc, à voir ce que ça peut donner. De toute façon, si c'est un prêt, logiquement, le club, comme les Anglais font régulièrement, ils prennent une grande partie du salaire en compte. Ça devrait pas être non plus un gros poids financier si jamais il venait. Ça peut qu'être du positif si c'est une bonne surprise, et si ça marche pas, et ben il se tirera le banc pendant 6 mois et il retournera en Angleterre à la fin de la saison. Ok, très bien. Effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce niveau de lecture de normalement les clubs anglais prennent une grosse partie du salaire en charge. Dossier suivant, Clem? Ouais, encore une petite info au niveau des arrivées. Je pense que vous l'avez vu passer, c'est Cardona qui ne signera pas à la SSE. Il est proche de l'Allemagne d'ailleurs. C'était le joueur offensif dont je vous avais parlé la semaine dernière. On ne pouvait Ouais. pas évoquer le nom, mais du coup ça se fera pas. Et je vois que beaucoup en commentaire parlent du recrutement d'un ailier qui est une priorité pour eux. Il y a Mohamed Toubache dans un space récemment qui évoquait que on était toujours sur Jodel Dossou de Clermont. Donc ça correspond au profil. Ok. Joël Dossou, je ne connais pas. Vous connaissez, vous? C'était le pendant d'Alevina l'année où Clermont monte. Là, il est un peu plus sur le banc, mais pour la Ligue 2, c'est un joueur intéressant, je pense. Je trouve que c'est vraiment, de Cardona, c'est vraiment une piste dommage. C'est un sacré joueur. Cardona, il fait beaucoup de différences, très athlétique. C'est un profil que j'apprécie vraiment. Là, cet été, quand on avait déjà sorti le nom, je me disais, ça pourrait vraiment nous faire du bien. Ah, on J'y était croyais. tous hypés hein, pour Cardona. Hein. C'est un super joueur, Cardona. Et la preuve, c'est que s'il va en Bundesliga, c'est qu'il y a des clubs assez solides qui s'intéressent à lui. Le choix entre la Bundesliga et la 20e place de Ligue 2, on lui en voudra pas. On a dans notre club, mais bon, on lui en voudra pas de choisir la Bundesliga. Ok, donc ça c'est un petit peu pour le tour d'horizon des arrivées. Est-ce que en termes de départ, il y a des choses qui se précisent? Est-ce qu'il y a des contacts qui ont été pris? Parce que il y a quand même pas mal de joueurs qui sont considérés comme indésirables maintenant. Je pense notamment au poste de gardien. En effet, on recrute, mais il va falloir aussi se séparer de certains joueurs. Malheureusement, non, il n'y a pas beaucoup plus de choses concrètes que ça. En ce qui concerne Saïd Ousso, peut-être que ses performances récentes vont un peu amener le club à revoir ses plans, et le joueur aussi à revoir ses plans. Il y a Le Havre, c'est en stand-by. Ils ont fait signer d'ailleurs un jeune défenseur, King Kwe, de l'Olympiakos. Il y a Bastia qui est toujours intéressé pour un prêt sec, mais c'est pas la priorité du joueur. Pour Green, bah, l'arrivée de l'Arsenal complique largement les choses. Une porte de sortie est en train de lui être cherchée, mais il n'y a pas grand-chose de concret pour le moment. Lorient qui suit sa situation, mais il y a rien de concret. Wadji aussi, qui pourrait retourner à Karabakh selon un journaliste local. Euh, mais encore une fois, rien de concret. Sinon, c'est les mêmes que ce qu'on dit chaque semaine, hein. Ouais. Les Palencia, les Silva, les Nadé, ils sont tous susceptibles de partir. Mais pour l'instant, il n'y a pas un départ qui semble plus proche que ça de se faire. Et on peut aussi parler de Ravert. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais il y a le Milan qui est Oui. très très chaud dessus, qui veut le récupérer dès cet hiver. On demanderait 1 million d'euros, qui pour l'instant serait trop élevé pour les Milanais. Donc on verra. Mais en tout cas, au niveau départ, il n'y a pas grand-chose de concret, et ça va être un problème peut-être parce que à force de recruter, on va se retrouver avec un effectif qui va être assez conséquent, et on va être un peu dans l'obligation de faire partir des joueurs, mais pour l'instant voilà, rien de plus concret que ça.
Et puis une charge salariale à gérer aussi, parce que plus on accumule des joueurs, plus c'est compliqué à ce niveau-là. Au niveau des départs, quel est le départ que vous attendez le plus? S'il y en a un que vous attendez plus que les autres? C'est compliqué d'en donner qu'un. Parce que à partir du moment qu'un joueur ne joue plus, qu'il est un peu boycotté par l'entraîneur, moi je le considère quand même comme un poids dans l'effectif. Peu importe les comportements, après j'ai pas beaucoup d'infos sur les comportements des joueurs dans le vestiaire, mais Nadé, Palencia, Silva, Green, Dreyer, enfin tous ces joueurs-là qui sont indésirables. euh, J'aime pas trop l'idée de brader les joueurs parce qu'on l'a fait pendant très longtemps et mine de rien, on a quand même besoin d'être un peu exigeant pour avoir des revenus sur les transferts. Mais le fait est que là, on commence quand même à avoir une belle équipe complète de joueurs indésirables dont il faudra à un moment se séparer quand même. Le retour du loft. Ouais. Antoine, t'es d'accord avec ça? Ouais, j'étais en train je parcourais un peu en même temps l'effectif en même temps que vous parliez, mais c'est vrai que des joueurs comme Gabriel Silva, comme Sergi Palencia, de temps en temps ils sortent du chapeau ces derniers mois parce qu'il manque un joueur sur un côté ou quoi, mais bon, ils font même plus vraiment partie du club déjà. Je sais pas Ouais. pour vous, ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas des joueurs qui font partie du club, c'est des joueurs qui sont là pour dépanner si jamais vraiment il y a des gros manques à un poste. Mais pour le reste, ils sont déjà partis, je pense. Même dans leur tête, même dans leur esprit, ils sont déjà partis. C'est des joueurs qui cherchent des nouveaux challenges. C'est compliqué pour eux parce que ça fait des mois, voire des années qu'ils jouent quasiment pas. Ils ont la chance d'avoir un contrat ici et d'être toujours payés parce que s'il y avait eu de nouveaux challenges, peut-être qu'ils y seraient allés. Mais pour l'instant, voilà, j'attends pas plus un départ qu'un autre. J'essaie juste de mettre ces joueurs-là de côté et de me concentrer, de me focaliser sur l'effectif qui joue, l'effectif qui peut nous apporter des choses au fur et à mesure. Et quand je repense à Gabriel Silva qui avait marqué pour son retour des ligaments croisés en Ligue Europa, où il avait pleuré sur le terrain, je me dis, mais c'est pas possible quand même d'avoir des joueurs qui ont vécu des choses si différentes chez nous, Ouais. c'est quand même assez unique. Eh ben écoutez, merci messieurs, merci Clem pour ce point Je mercato. me permets simplement Ouais, vas-y. d'ajouter un petit mot pour Antoine Gauthier qui s'est fait une entorse du genou à l'entraînement. C'était avant Caen, il me semble. On lui souhaite un bon rétablissement parce que c'est assez compliqué. 2 blessures au dos, dont une où il avait failli jouer, où il aurait pu jouer le match d'après. Et là encore une nouvelle blessure, donc entorse du genou, son retour espéré pour la fin janvier. Donc grosse force à lui. Oui, Gauthier qui avait fait partie des noms à suivre du début de saison, notamment avec les matchs de prépa, et que derrière on a plus trop vu malheureusement. On va parler très rapidement en 2 minutes du prochain match. Le prochain match donc qui sera contre Niort. J'ai préparé le petit point effectif sur le site peuplevert.fr bien sûr. Vous pouvez faire vos compositions d'équipe. Donc j'ai la composition du match contre Laval qui est affichée. Est-ce que vous verriez des changements ou est-ce que vous reconduisez le même 11 titulaire pour le match contre Niort? Antoine, je t'écoute. Est-ce qu'on prend en compte des possibles recrues ou on prend en compte l'effectif actuel? Prenant en compte l'effectif actuel pour le prochain match, parce que s'il y a des recrues, je les ai pas encore dans ma base de données. Je vais t'embêter alors. Non, je dirais pourquoi pas sortir Wadji pour mettre Crasso. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? La défense, je la laisse comme ça. Le gardien, je le laisse comme ça. Peut-être rentrer mon conduit à la place de l'Aubry Ok. et organiser ça sous une forme avec Crasso. Comment on pourrait organiser En ça? 4-2-3-1 avec Crasso en soutien? Ouais, voilà, Crasso en soutien avec Cafaro, Charbonnier avec un Cafaro qui dézone un peu plus, on va dire. Mais voilà, pourquoi pas une formation comme ça. Je regarde un petit peu dans l'effectif qui sait qu'on pourrait avoir d'autres, mais les choix sont quand même assez limités. Tout à fait. Assez limités, mais voilà, pourquoi pas une idée comme ça, quoi. Ok, et un petit prono? Un petit prono, une victoire 2-0, encore un Allez. clean sheet et un but de Crasso et un but de Mouefek, tiens. Allez, parfait, magnifique. Eric, est-ce que toi tu ferais des changements par rapport à ce que disait Antoine? Je suis assez d'accord avec Crasso en attaque à la place de Wadji. Je pense que là, il est revenu dans sa motivation. Après, en défense,
je garderais la même défense, ou si je devais changer quelque chose, je mettrais peut-être à pied à gauche et mettre Bakayoko à droite. Mais ça, c'est des détails, quoi. C'est pour tester des choses si on n'a pas de latéral gauche. Sinon, bah, le reste, peut-être mon conduit à la place de Lobry et de faire jouer Bouchoirie et Mouefek un peu plus haut. Et garder Cafaro, garder Charbonnier, faire une espèce de 4-3-3 qui peut changer en 4-4-2 Ouais. à plat en phase défensive. Mais voilà. Ok, et un petit prono? Je dirais victoire 2-1, but de Charbonnier et but de Mouefek, et en face but de Boutoba. Euh, et puis voilà, victoire quand même. Putain, deux pronos sur le but de Mouefek, la cote va s'envoler. Je vois Nico Saint-Paul dans le chat qui nous dit retourner acrobatique de Pintor et un but de la tête de Bouchouari. Et on gagne 2-0. Eh ben écoute, on signe tous pour ce genre de pronostic. Céline qui nous dit victoire 1-0 également. Bon, ça a redonné un petit peu d'espoir, ça a redonné un peu de positivité. Clément, toi, tu donnes quoi comme prono? Je vais dire un partout. Allez, un partout. On continue d'engranger des points, même si, mais comme ça, on s'enflamme pas. Exactement. Parfait. Eh bien écoutez messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à vous qui avez été présents dans le chat. Merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. On se retrouve très vite, dès lundi prochain, si je dis pas de bêtises, pour débriefer le prochain match contre Niort. Bonne soirée à toutes et à tous. Et allez les Verts, bien sûr. Bonne soirée, allez les Verts. Bonne soirée tout le monde.